Au cours de ce siècle, les rapports entre l'homme et la nature ont profondément changé. Les découvertes techniques et scientifiques n'ont pas seulement modifié notre vie quotidienne, elles l'ont rendue plus confortable et surtout plus sûre, donnant l'illusion que nous étions dorénavant protégés de l'imprévu et des catastrophes naturelles. Pourtant, l'actualité rappelle régulièrement que nous ne sommes pas à l'abri des colères de la nature. Prepare yourselves! Liftoff. We have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. L'aventure spatiale a fasciné le monde entier. Elle symbolise l'ampleur du progrès scientifique accompli au cours de ce siècle, mais aussi les drames dont il fut la cause. La conquête de la Lune et les exploits des astronautes américains et des cosmonautes soviétiques ont fait rêver des millions de téléspectateurs, mais ne doivent pas faire oublier le coût humain d'une telle réussite. Fascinés par la beauté insolite des images que nous proposait la télévision, persuadés que la technique pourrait dorénavant tout permettre, nous avons cru l'accident impossible, l'imprévisible exclu. La réalité aura été bien différente. En janvier 1967, 3 astronautes américains périssent dans l'incendie qui détruit le module de commande du vaisseau spatial dans lequel ils s'entraînaient. 19 ans plus tard, l'échec du lancement de la navette spatiale Challenger rappelle que la conquête de l'espace ne s'apparente pas à un voyage de routine, mais demeure une aventure dangereuse. L'explosion de la navette en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs interrompra pendant plusieurs années le programme spatial américain. L'histoire du Titanic, que le cinéma a une nouvelle fois popularisée en cette fin de siècle, est peut-être l'exemple le plus révélateur de la manière dont la nature nous rappelle régulièrement que nous ne sommes pas à l'abri des catastrophes en dépit du progrès technique. Remarquable par ses dimensions et le luxe de son installation, le Titanic avait été présenté par ses concepteurs comme étant insubmersible.
Il quitte Southampton le 10 avril à destination de New York pour son voyage inaugural avec plus de 2000 passagers à son bord. Quatre jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 avril, il heurte un iceberg et coule en quelques heures. Le bateau n'ayant pas assez de canots de sauvetage, plus de 1500 personnes meurent dans ce naufrage. Cette tragédie frappe l'imagination et suscitera tout au long du siècle films, romans et documentaires faisant entrer le Titanic dans la légende. Mais ce drame, comme tant d'autres, n'empêche nullement les hommes de continuer à voyager. Au cours de ce siècle, le développement des transports va être rapide. Le prix à payer pour cet accroissement du trafic demeure élevé. En 1977, 2 avions entrent en collision à leur départ de l'aéroport de Tenerife. 584 personnes perdent la vie dans cette catastrophe. Cet accident, qui demeure celui qui a fait le plus de victimes dans l'histoire de l'aviation commerciale, est dû à un défaut de communication entre l'un des pilotes et les aiguilleurs du ciel de l'aéroport. Nombreux, il est vrai, sont les accidents qui résultent simplement d'une erreur humaine. Mais certaines de ces tragédies sont dues à une erreur de conception, à des défauts de construction, à des négligences. Ce qui est prévu pour durer des dizaines d'années disparaît en peu de temps. En 1940, les autorités locales inaugurent le nouveau pont suspendu de la ville de Tacoma dans l'État américain de Washington. 4 mois plus tard, il s'effondre. Trop long, les câbles porteurs se tordent sous l'effet du vent avant de rompre le tablier du pont. Cet accident ne fera aucune victime, si ce n'est la carrière des ingénieurs qui avaient conçu le pont. Des erreurs de conception lors de la réalisation du barrage de Kariba aux confins du Zimbabwe et de la Zambie eurent des conséquences plus tragiques. À la suite de fortes pluies, les maisons de milliers de paysans de la région sont emportées par le fleuve. Autre tragédie, celle du barrage de Matmark en Suisse en août 1965. 200 000 mètres cubes de glace se détachent du glacier et s'abattent sur la cantine et les dortoirs des ouvriers, faisant 88 morts. La couche de glace atteint par endroits 30 mètres de hauteur.
Le procès qui suivra, 7 ans plus tard, se terminera par l'acquittement des responsables du chantier, même si des négligences ont été révélées par les experts. Au cours de ce siècle, l'homme a réalisé quelques-unes des découvertes scientifiques les plus importantes et les plus bénéfiques de l'histoire de l'humanité, mais aucune n'aura été aussi terrifiante que l'arme nucléaire. Depuis plus de 50 ans, nous vivons à l'ombre de la menace nucléaire. Les bombes de Hiroshima et Nagasaki nous rappellent que nous disposons en cette fin de siècle d'un arsenal nucléaire capable de détruire notre civilisation et que nous avons inventé de quoi déclencher la plus grande des catastrophes. Pendant la guerre froide et l'affrontement idéologique entre les deux blocs, le monde a été hanté par l'éventualité d'une guerre nucléaire, chaque camp s'y préparant en permanence. Cette peur d'un conflit nucléaire a été au cœur des relations internationales, même si elle s'est éloignée depuis la désintégration du bloc communiste. Les habitants d'Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été les seules victimes de l'arme atomique. Des soldats et des techniciens ayant participé à des expériences nucléaires aux États-Unis ont eu des cancers, dont l'origine serait due à des irradiations subies durant ces essais. Il en fut de même pour les habitants de la ville ukrainienne de Pripyat, qui subirent les conséquences de l'explosion d'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans des conditions déplorables, les services de secours bétonnent le réacteur défaillant. Plusieurs de ces hommes, mal équipés, insuffisamment protégés, seront victimes de radiation. Due à une série d'erreurs humaines, cette catastrophe révèle au grand jour les lacunes de la politique nucléaire de l'Union soviétique. Si les hommes sont responsables de quelques-unes des catastrophes de ce siècle, la nature nous a aussi rappelé qu'elle pouvait être violente. En 1906, San Francisco est victime d'un tremblement de terre suivi d'un incendie qui fait plus de 1000 morts. « 83 ans plus tard, la ville est victime d'un autre séisme.
Bien que la population de la ville ait doublé depuis 1906, ce nouveau tremblement de terre ne fera que 62 victimes, les nouveaux immeubles étant construits pour résister à de tels séismes et les services de secours mieux préparés à ces catastrophes. Nombreux furent les séismes qui endeuillèrent ce siècle, faisant de nombreuses victimes et des dégâts importants. La liste en est longue. Le Japon, l'Arménie, la Grèce, le Maroc, le Pérou, la Chine, où un tremblement de terre fit 700 000 morts en 1976, furent victimes de tels drames. Avec le temps, la solidarité internationale s'est renforcée, comme si ces désastres naturels étaient le meilleur moyen de rapprocher les peuples, comme si nous étions conscients de la fragilité humaine devant la nature. Si les tremblements de terre sont les catastrophes naturelles les plus tragiques, la colère des volcans est la plus fascinante, la plus terrifiante aussi. La plus célèbre de toutes les éruptions volcaniques est certainement celle qui, en l'an 79 après Jésus-Christ, détruisit Pompéi, faisant des milliers de victimes. La dernière grande éruption du Vésuve se produisit en 1944 et le flot de lave détruisit plusieurs villages, contraignant les habitants à fuir. L'ampleur des destructions et l'éventualité d'une nouvelle éruption n'empêchèrent pas ces mêmes habitants de revenir quelques mois plus tard et de reconstruire leur maison au même endroit. Les tremblements de terre sont fréquents en Alaska, mais en 1953, c'est une éruption volcanique qui inquiéta les habitants d'Anchorage, un nuage de poussière plongeant leur ville dans le noir en plein midi. Onze ans plus tard, en mars 1964, un séisme détruisait une partie d'Anchorage. L'éruption du mont Saint-Helens dans l'État américain de Washington en mai 1980 détruisit toute la végétation sur une surface de 600 km².
Un nuage de 900 000 tonnes de poussière volcanique fut projeté dans la stratosphère, bouleversant le climat. Cette éruption, l'une des 4 plus importantes de ce siècle, ne fit que 62 victimes. Des habitants qui avaient bravé les consignes de sécurité et refusé d'évacuer leur maison, ou qui tout simplement voulaient observer l'éruption de près. Depuis les années 60, une meilleure connaissance des volcans et des phénomènes volcaniques permet de mieux prévoir d'éventuels séismes, de mettre en place des plans d'évacuation et par conséquent de limiter le nombre des victimes. Cette amélioration des connaissances et de la prédiction des séismes n'empêche pas certaines populations de continuer à recourir à une recette millénaire, la prière. Cette inquiétude est d'autant plus légitime que certains séismes se produisent avec une soudaineté, une telle violence qu'il est quasiment impossible de les prévoir et surtout de savoir quand ils surviendront. À cette incertitude s'ajoutent les erreurs humaines. Reconstruite au lendemain de la guerre, la ville de Kobe se trouve dans une région à risque. En 1995, un tremblement de terre l'a détruit comme un château de cartes et fait 5000 morts. L'enquête révélera que pour des raisons financières, la plupart des maisons avaient été construites sans respecter les règles de sécurité. Au cours de ce siècle, notre connaissance des conditions climatiques a fortement progressé. Les satellites d'observation et les ordinateurs permettent aux météorologues d'établir plusieurs jours à l'avance des prévisions du temps relativement fiables, permettant à chacun d'en tenir compte dans son travail ou ses loisirs, et même, le cas échéant, de se préparer à l'arrivée d'une tempête. Fréquentes aux États-Unis, les tornades dévastent tout sur leur passage, arrachant les arbres, détruisant les maisons, faisant parfois de nombreuses victimes. Si la nature est responsable de bien des catastrophes qui ont marqué ce siècle, rappelons que l'homme en est aussi parfois la cause.
Ces 100 dernières années ont été marquées par de nombreuses découvertes scientifiques. La médecine a accompli d'immenses progrès permettant de sauver de nombreuses vies, de réduire la mortalité infantile et d'accroître l'espérance de vie. En 1900, notre planète comptait 1,5 milliard d'habitants. 100 ans plus tard, nous sommes près de 6 milliards. Cette explosion démographique impose un accroissement de la production alimentaire. L'agriculture est devenue intensive, ce qui ne va pas sans créer des problèmes. Dans les années 30, les paysans du Middle West américain affrontent l'une des plus graves crises de l'histoire de leur agriculture. Suite à une longue période de sécheresse et à une exploitation intensive du sol, la terre s'effrite, plus rien ne pousse. Une région de 65 000 km² est victime d'une catastrophe qui touche plusieurs dizaines de milliers de fermiers. Dans Les raisins de la colère, l'écrivain John Steinbeck a évoqué ce que fut le drame de ces familles, obligées d'abandonner terres et maisons et de partir pour la Californie dans l'espoir d'y trouver un emploi. La nature et les conditions de son exploitation ne sont pas seuls responsables de la famine. Au Bengale, en 1943, la production de riz était presque suffisante pour satisfaire les besoins de la population. Mais les prix étaient si élevés en raison de la spéculation que beaucoup de gens ne pouvaient pas en acheter. La famine fit près d'1,5 million de victimes. Aujourd'hui encore, seule l'aide internationale permet à plusieurs États de répondre aux besoins alimentaires de leur population. Certains pays produisent trop de céréales, d'autres pas assez. En dépit de l'amélioration des moyens de transport, du développement des communications et de la connaissance que nous avons de la réalité, des régions entières souffrent encore de malnutrition, sinon de famine. Avec le temps, nous nous sommes malheureusement habitués à voir ces images sur nos écrans. Au cours de ce siècle, l'agriculture a subi une profonde mutation. Le recours aux engrais, aux pesticides et à des méthodes rationnelles d'exploitation du sol permettant une forte augmentation de la production à l'hectare. En 1939, un nouvel insecticide, le DDT, est mis au point par l'industrie chimique suisse. Il permet de lutter efficacement contre les insectes ravageurs des récoltes. Pendant plus de 30 ans, il va être largement répandu dans le monde entier avant que son usage ne soit strictement réglementé, compte tenu de son action persistante, de sa forte toxicité et de son influence sur la chaîne alimentaire. Les conséquences pour la santé d'une utilisation massive des insecticides ont amené dans les années 80 de plus en plus de fermiers à pratiquer la culture biologique
et l'industrie à proposer des produits plus sélectifs, biodégradables et n'ayant pas d'effet négatif sur l'alimentation. L'agriculture moderne a besoin de plus en plus d'eau. Au cours de ce siècle, la consommation d'eau a fortement augmenté, l'homme utilisant sans aucune retenue ce qu'il croit être un produit inépuisable. Pourtant, la mer d'Aral, cette mer intérieure de l'ex-Union soviétique, est un bon exemple des conséquences dramatiques d'une utilisation excessive de l'eau. La politique d'irrigation menée dans cette région pour accroître la production agricole a en effet fortement diminué l'apport des fleuves, accru la salinité des eaux et détruit de nombreuses espèces de poissons, faisant dire aux spécialistes que cette immense mer pourrait disparaître au cours du prochain siècle. En cette fin de siècle, l'eau est devenue dans certaines régions un bien rare et précieux que l'homme doit gérer avec prudence, comme n'importe quelle autre ressource naturelle, pour éviter que la terre ne devienne un désert. Cette exigence est d'autant plus grande que la beauté de la nature et la diversité de notre planète sont une des richesses de l'humanité. Notre survie dépend notamment de notre capacité à préserver cette diversité, cette variété d'animaux et de plantes qui vivent parmi nous. Malheureusement, au cours de ce siècle, la chasse, la pollution et l'urbanisation ont détruit de nombreuses espèces animales. Il y a une centaine d'années, des troupeaux de bisons peuplaient les grandes prairies du Middle West américain. Les fermiers blancs les chassèrent pour la qualité de leur viande et pour affamer les Indiens. Ce fut un massacre. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques milliers de ces animaux en captivité ou protégés. Alors que l'équilibre naturel entre les espèces s'était maintenu pendant des millénaires, l'homme a tout bouleversé, souvent pour son seul plaisir et son intérêt à court terme. L'éléphant d'Afrique, jadis présent au sud du Sahara où l'on comptait plus de 10 millions d'individus, est menacé de disparition. Recherché pour la qualité de son ivoire, il est victime des braconniers en dépit des conséquences de cette chasse pour la survie de l'espèce. Pendant longtemps, il a paru normal de chasser pour son seul plaisir, et ce n'est que récemment que plusieurs pays ont pris conscience des effets catastrophiques d'une chasse pratiquée sans contrôle. En cette fin de siècle, plusieurs espèces animales sont en voie de disparition ou ne survivent que dans des parcs zoologiques. Les baleines sont l'une des espèces les plus menacées. À la chasse ancestrale au harpon, qui limitait le nombre de prises, a succédé une chasse moderne menée par des navires-usines dont l'efficacité met en danger l'existence même de ces grands cétacés. En dépit d'une réglementation fixée par une convention internationale et de l'interdiction de certains types de navires depuis 1980, la chasse à la baleine se poursuit au nom d'intérêts économiques régionaux.
Il est vrai que le développement des moyens techniques permet de pratiquer une pêche intensive qui n'a plus rien à voir avec celle qui était réalisée il y a encore 50 ou 60 ans. L'industrie s'est emparée des océans et pille leurs richesses sans aucune retenue. L'accroissement de la demande mondiale de produits alimentaires pousse les pêcheurs à aller toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus vite, prenant le risque de faire disparaître les espèces. Cette disparition est due aussi à l'urbanisation croissante de notre planète et à l'exploitation des forêts. Cela est particulièrement visible dans la forêt tropicale où le déboisement est mené de manière intensive et souvent sans contrôle. Depuis 1960, un tiers de la surface de la forêt tropicale a disparu et avec elle, des milliers d'espèces animales et de plantes. L'accroissement de la demande mondiale en bois tropicaux incite les forestiers à tailler, trancher et couper sans se soucier des conséquences à long terme de ce déboisement. Chaque année, des milliers d'hectares de forêt disparaissent de la surface du globe. Il est vrai que pour beaucoup de pays, la forêt demeure une ressource économique importante. Le feu aussi menace la forêt. Soucieux de trouver de nouvelles terres pour faire paître le bétail qui fournira demain la viande que réclament de plus en plus de pays, des fermiers brûlent la forêt pour réaliser des profits rapides. Cela sans oublier les sociétés internationales attirées dans ces régions par la découverte de réserves pétrolières et qui ne respectent pas la forêt. En 1987, de l'or fut découvert dans la forêt brésilienne. 40 000 prospecteurs affluèrent. Utilisant du mercure pour filtrer la terre, ils polluèrent toute une région pour des générations. Notre siècle a été marqué par le développement rapide de l'industrie, ce qui ne s'est pas réalisé sans tragédie,
accidents et désastres. En 1948, une entreprise chimique allemande est victime d'une terrible explosion. L'usine est totalement détruite. 500 ouvriers disparaissent dans cette explosion et la plupart des corps ne seront jamais retrouvés. 6000 autres sont blessés. Les corps retrouvés étaient si méconnaissables qu'ils ne furent identifiés que grâce aux souliers que portaient les ouvriers lors de l'accident. Autre catastrophe, celle qui survient le 3 décembre 1984 dans l'usine chimique que la société Union Carbide exploitait dans la ville indienne de Bhopal et où était produit un gaz utilisé pour des insecticides. Une fuite de gaz cause plus de 2000 morts et des milliers de blessés dans ce qui va être la plus grave catastrophe industrielle de cette fin de siècle. Poursuivie pour homicide par négligence, la société américaine reconnaîtra sa responsabilité dans un désastre révélateur des effets de l'industrialisation effrénée, réalisée dans des conditions précaires dans les pays en voie de développement. Mais l'homme n'est pas seul à souffrir de cette industrialisation de notre planète. Pendant des années, les déchets industriels ont été déversés dans les rivières ou abandonnés dans des décharges sans que nous nous préoccupions de la pollution du sol que cela entraînait. Nous avons souvent pris l'océan pour une poubelle où nous pouvions déposer les déchets de nos usines nucléaires sans nous préoccuper des conséquences de cette décision. Les noms de l'Amococa Dix et de l'Exxon Valdez sont devenus les symboles de la pollution des océans due au trafic de ces immenses pétroliers qui parcourent les océans pour satisfaire nos besoins en énergie. Les conséquences d'un tel accident sont toujours tragiques pour la faune et la flore, et les efforts de ces milliers de bénévoles paraissent bien dérisoires face à une catastrophe de cette ampleur. L'urbanisation anarchique et la recherche d'un profit immédiat sont aussi responsables de bien des catastrophes. En 1966, le village minier d'Aberfam, dans le pays de Galles, fut victime d'une coulée de boue et de charbon après des pluies diluviennes. L'école et plusieurs maisons furent ensevelies. « 28 adultes et 116 enfants disparurent dans cette catastrophe, dont on devait découvrir qu'elle était due au refus des autorités locales de prendre des mesures de protection alors qu'elles savaient que l'école était construite en un lieu dangereux. La pollution atmosphérique est l'une des conséquences de l'industrialisation rapide de ce siècle. Dans les années 50, le ciel de Londres était pollué en permanence par les fumées des usines de la région et le chauffage urbain. En décembre 1952, cette pollution atmosphérique fut si forte qu'on l'accusa d'être responsable de la mort de 4000 Londoniens dans les jours qui suivirent.
Dans les années 60, l'ampleur de cette pollution amena les autorités des grandes villes européennes à prendre une série de mesures de protection, plus sérieuses il est vrai que celle-ci. Il s'agissait notamment de réduire la pollution due à la circulation automobile en exigeant la pose de catalyseurs et l'utilisation d'essence sans plomb. Il est vrai que depuis les années 50, les chercheurs et les écologistes attiraient l'attention des politiques sur les effets néfastes des rejets polluants des moteurs de voitures pour la santé des habitants des villes. Dans les années 60, des études prouvèrent que même des régions inhabitées étaient victimes de la pollution et que les forêts d'Europe et du Canada subissaient les effets de pluie acide dus à la pollution. Des années de pollution ont sensiblement modifié notre environnement. Les scientifiques enregistrent ainsi depuis quelques années un réchauffement de notre planète. Ils s'inquiètent également des conséquences de la pollution sur la couche d'ozone de la stratosphère. Le réchauffement des océans survenu depuis 1950 a eu pour conséquence qu'une surface de glace égale à la superficie du Luxembourg a disparu dans l'Antarctique. Le niveau de la mer s'est élevé au cours de ce siècle. Si ce phénomène se poursuit, les Maldives et certaines îles du Pacifique Sud pourraient disparaître. En 1970, 700 000 habitants du Bangladesh furent victimes de terribles inondations et plus d'1 million durent fuir leur maison en raison d'un cyclone qui détruisit les digues qui les protégeaient de la mer. Si la mer continuait à monter, ce sont des centaines de millions d'hommes et de femmes qui vivent dans le delta du Nil, dans le sud de la Chine, aux Pays-Bas, en Argentine ou aux États-Unis, qui seraient sous une menace semblable. Faut-il rappeler que près de la moitié de la population mondiale vit à proximité des côtes? Au fur et à mesure que la Terre se réchauffe, les périodes de sécheresse et d'inondation deviennent plus fréquentes. Les typhons et les tornades se déclenchent plus souvent. Mais les hommes et les récoltes sont également menacés par un autre danger, les insectes. Le réchauffement de la Terre, joint à une plus grande résistance aux insecticides, favorise le développement de certaines espèces qui peuvent détruire une récolte en quelques heures. Certaines régions deviennent désertiques. En cette fin d'un siècle qui a vu s'accomplir d'immenses progrès, force est de constater que cette réussite a un prix élevé et que notre environnement est menacé. Heureusement, on assiste depuis quelques années à une prise de conscience de la nécessité de prendre des mesures pour protéger cet environnement et mettre fin à ce qui détruit la nature.
Dans presque tous les pays, les mouvements écologistes se développent. Ils multiplient les actions pour se faire entendre et veulent contraindre les responsables politiques à agir et à mettre un terme à une politique suicidaire qui pourrait conduire le monde à la catastrophe. La nature est en danger. Et au cours du prochain siècle, saurons-nous tirer la leçon des erreurs passées? Saurons-nous contrôler le progrès technique et le mettre au service de l'homme et de la nature? Saurons-nous éviter les catastrophes? Земля, як фона, самочувствие отличное, продолжаю полет. Русская революция.